Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin. Ce soir, sur une campagne présidentielle inédite, à moins de 70 jours du premier tour, tout est possible. L'incertitude plane sur ce scrutin. À droite, François Fillon tente de poursuivre sa campagne malgré tout. Et pendant ce temps, Marine Le Pen dispose d'une véritable dynamique et d'un socle solide. La présidente du FN récolte-t-elle les fruits de cette drôle de campagne? Sur ce sujet, le débat avec de nombreux invités tout à l'heure. Et puis, cette question au programme, combien gagne-t-on si on travaille plus? L'effort supplémentaire est-il correctement rémunéré? Eh bien, si l'on en croit une étude de l'INSEE, la fiscalité pénalise très lourdement ceux qui veulent travailler plus. Alors, sur ce thème qui a trait au travail, aux impôts et finalement à notre modèle social, le match des idées opposera tout à l'heure l'essayiste Robin Rivaton à François Mickey-Marty, président de l'Institut de sondage Via Voice. Voilà pour le programme, merci de nous suivre. Vos questions, vos réactions avec le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir mes premiers invités, le tour d'horizon de l'actualité du jour, il est signé Cécile Sixou. En visite à la mission locale d'Aubervilliers, il ne devait parler que de l'emploi des jeunes. Mais après les incidents survenus ces derniers jours en banlieue dans le contexte de l'affaire Théo, François Hollande a surtout lancé un appel au calme et au respect. Le respect, c'est celui qui est dû à ces jeunes quand ils sont contrôlés, lorsqu'ils sont eux-mêmes confrontés à des situations de violence. Respect. Le respect, c'est aussi à l'égard des biens publics, de la propriété privée. Et s'il y a des manifestations, et il y a en France le principe de la liberté de manifester, il n'y a pas l'autorisation de casser. Depuis le début des manifestations, 245 personnes au moins ont été interpellées en Seine-Saint-Denis et dans le Val d'Oise. Manifestation. Le Front National ne rêve que d'une chose, c'est que les voitures continuent de brûler, c'est que les poubelles continuent de brûler, c'est que les agressions se continuent, parce que c'est un fonds de commerce pour eux. Ils n'ont voté aucun texte ces dernières années sur les moyens en matière de sécurité. Ils n'ont voté aucun texte sur le renforcement de notre dispositif policier. Ils n'ont voté aucun texte sur le renseignement qui est fondamental pour nous. Et donc ils sont des agitateurs de peur, ayant tout intérêt à ce que la situation se tende. Et je demande aux Français de ne pas se laisser avoir par ce discours. Au Sénat. Consulter un site djihadiste constitue-t-il un délit? À cette question, le Conseil constitutionnel a répondu non vendredi dernier. Du coup, députés et sénateurs ont trouvé un moyen de rétablir ce délit en l'intégrant réécrit sous forme d'amendement dans le projet de loi sécurité publique. C'est une mesure qui a prouvé son efficacité puisqu'elle n'existe que depuis quelques mois. Il y a déjà un certain nombre de condamnations qui ont été prononcées pour ce délit. Il faut être pragmatique dans la lutte contre le terrorisme. On ne peut pas se passer comme ça d'un moyen qui a fait la preuve de son efficacité en seulement quelques mois. Dans les prochains jours, l'amendement devra être adopté par l'Assemblée et par le Sénat si toutefois le gouvernement ne demande pas sa suppression. En séance. 171 voix pour, 146 contre. Le Sénat a adopté cet après-midi en deuxième lecture le texte qui sanctionne le délit d'entrave numérique à l'IVG. Cette proposition interdit les sites anti-avortement qui se font passer pour des sites d'information sur l'IVG. En réalité, il décourage les femmes voulant y avoir recours. Le texte reviendra jeudi devant l'Assemblée nationale. En France. Sur Notre-Dame-des-Landes. D'abord, vous l'avez dit, la légitimité démocratique de ce projet a été confortée par le référendum du 26 juin dernier. Personne ne le conteste. Deuxièmement, toutes les procédures ont été réalisées dans le respect du droit. Et tous les recours engagés contre le projet, 169 en tout, 169 recours, ont abouti à un rejet. Dès que nous aurons obtenu le feu vert de la Commission européenne, le projet sera poursuivi. Et il faudra réussir l'évacuation du site. Une évacuation qui demandera beaucoup de forces de l'ordre, qu'il faudra engager dans la durée. L'évacuation de la ZAD permettra d'engager les travaux préliminaires, archéologie préventive, déboisement, compensation environnementale.
Et dans l'actualité, un paysage politique incertain et mouvant. En moins de 70 jours du premier tour, les doutes subsistent à droite, même si le candidat Les Républicains réaffirme sa volonté d'aller jusqu'au bout. Face à ces frondeurs, François Fillon ne lâche rien. Et pendant ce temps, s'il y a une dynamique, elle est bien du côté de Marine Le Pen. Alors on va insister ce soir sur ce paysage et cette drôle de campagne où on ne voit pas pour le moment les projets s'affronter. On en parle avec nos invités ce soir. Fabienne Keller, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice Les Républicains du Bas-Rhin, secrétaire national du parti également. Nicolas Boudot, bonsoir et bienvenue. Spécialiste en communication auprès du cabinet Tilder. Avec nous, Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Bonsoir. Directeur du site d'information atlantico.fr et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud nous accompagne. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de revenir sur cette journée. Atterrissage pour le moins délicat pour François Fillon, de retour de l'île de la Réunion, attendu par des parlementaires remontés, mais le candidat reste toujours droit dans ses bottes. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Non, il ne veut pas en entendre parler. François Fillon sera bien le candidat Les Républicains à la présidentielle. Ce matin, à l'Assemblée nationale, il est venu en personne défendre sa place de candidat et il aura fallu 2 heures de discussion à bâton rompu pour convaincre. Il était important que chacun nous fasse, après ces 3 semaines, les remontées de terrain, et c'était l'objet de la réunion. Mais encore une fois, c'est rassembler, mobiliser derrière François Fillon et en avant pour la campagne. Est-ce que quelqu'un d'autre que François Fillon peut incarner cette alternance? La réponse est non. Et c'est cette conviction-là que partagent tous les députés. Voilà, c'était tout à fait utile et nécessaire qu'on puisse se parler si clairement aujourd'hui à l'occasion de cette réunion de groupe. Même son de cloche au Sénat, où ce matin, au groupe LR, il n'est pas question de parler de solutions alternatives. Il n'y a pas de plan B et donc nous continuons cette campagne en essayant de faire en sorte quand même qu'on sorte du pilonnage médiatique et qu'on parle des sujets de fond, la sécurité, le chômage. Voilà. Faute de temps, François Fillon n'a pas pu venir au Sénat où il devait rencontrer les élus UDI pour sceller le rassemblement de la droite. Demain, à sa demande, il a prévu de déjeuner avec Nicolas Sarkozy. Et plus largement, c'est un feuilleton inédit, à moins de 70 jours de la présidentielle. Chaque jour, il y a un élément nouveau, une tentative de putsch avortée. Et malgré toutes ces difficultés, le candidat, Fillon le répète, Fabienne Keller, il n'y a pas d'alternative. C'est le cas. Point d'interrogation. Alors, d'abord le constat, comme mes collègues parlementaires, le week-end a été à nouveau difficile. Sur le terrain, les Français s'inquiètent. Surtout ces Français nombreux qui ont participé à la primaire et qui ont porté François Fillon très fortement. Donc je crois que d'une certaine manière, il faut arriver à dépasser la question de personne. Il s'agit bien de faire gagner nos idées. En septembre, c'était l'élection imperdable. Et nous avons, la droite et le centre, la mission de redresser le pays, redresser son économie, relancer la machine à créer de l'emploi pour les jeunes, pour tout le monde, faire rayonner la France dans le monde, la faire respecter en Europe, l'axe franco-allemand. C'est ça notre mission. Donc j'ai entendu François Fillon dire ce matin qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Je ne sais pas, mais on sent bien cette inquiétude qui continue à être très largement partagée par nos supporters, par les personnes qui ont voté François Fillon massivement en novembre. Et donc je pense qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on pense que ça va s'atténuer? Ou est-ce que ça va continuer comme ça se passe depuis plusieurs semaines? C'est intéressant de constater que pour vous, la question est encore sur la table ce soir. Je crois qu'elle est sur la table et je pense que quelques noms qui ont été cités, s'ils sont appelés par François Fillon lui-même, c'est lui seul qui peut faire ce choix, et appelé par la raison d'État, l'intérêt suprême de la France accepterait cette charge lourde, qui est de remettre le projet de la droite et du centre au centre du débat politique, parce que comme vous l'avez rappelé, aujourd'hui on ne parle pas la question de la sécurité dans les banlieues, de nos propositions en matière d'économie, de nos propositions face à ce Brexit qui menace quand même de détricoter l'Europe. Jean-Sébastien Ferjou, vous entendez les propos pesés de Fabienne Keller. Rappelons-le, Fabienne Keller, sénatrice à l'origine jupiste et finalement, évidemment, comme tout le monde après la primaire, convertie filloniste. Mais pour elle, et certainement pour d'autres, le débat du plan B en pleine n'est pas forcément clos, même si quand même François Fillon, il a balayé d'un revers de main la tentative aujourd'hui de putsch.
Il y a une espèce de je te tiens, tu me tiens par la barbichette infernale entre la droite et son candidat, puisque aucun n'est en situation d'imposer totalement sa volonté à l'autre. Donc dans cette espèce de... J'hésite à le qualifier de jeu, parce que les enjeux sont très importants, comme le disait Madame Keller, mais enfin à un moment ça ressemble quand même un peu à ça, une espèce de jeu politicien. François Fillon a remarqué un point aujourd'hui en desserrant à nouveau la corde que certains tentent de lui mettre autour du cou. Maintenant, on voit bien que le doute subsiste dans les esprits. Simplement, il faut quand même à un moment que la droite prenne une décision, parce que là, elle joue perdant-perdant. Je pense qu'il y a deux attitudes qui existent dans l'électorat de droite. Il y a une colère contre François Fillon, avec des gens qui considèrent que c'est une candidature qui est moralement ou politiquement insoutenable. Et puis, il y a des gens qui sont en colère contre le système, contre un certain acharnement contre lui, et qui potentiellement pourrait être en colère aussi contre cette droite qu'il ne soutient pas. En ne faisant pas de choix réel, la droite s'expose à du perdant-perdant. Vous dites la droite de manière collective, mais qui doit faire vraiment le choix? Quand on vous écoute, Fabienne Keller, pour vous, clairement, c'est François Fillon, parce qu'il a la légitimité de la primaire, qui doit décider lui-même s'il continue ou pas. Là, c'est clair qu'il continue, mais pour vous, la décision ne peut venir que de lui. Oui, parce que c'est lui qui a été désigné par ce processus que nous avons choisi, qui s'avère d'ailleurs à droite comme à gauche un processus un peu extrêmement contraignant, hein, mais voilà, il a été mis en place. C'est dans les statuts. C'est dans les statuts, il a rencontré un succès populaire, donc François Fillon porte une légitimité collective. Mais il porte surtout la responsabilité, comme je le disais tout à l'heure, de dérouler les objectifs qui en fait étaient assez convergents entre les principaux candidats de la primaire de la droite et du centre, hein. L'essentiel des programmes économiques. Après, il y avait des questions de calibrage des mesures, mais les grandes tendances étaient très, très similaires. Et donc, il a la responsabilité de s'assurer que cela est possible. Or, dans les récents sondages, il n'est pas clair que lui-même arrivera à passer la barre du premier tour. On entend ce qui était une évidence. Derrière vos propos, évidemment, l'appel que vous aimeriez, je suppose, Fabienne Keller, peut-être comme d'autres, l'appel lancé à Alain Juppé, il n'en est pas question on du parle tout d'Alain pour le Juppé, moment. on parle de Gérard Larcher, on parle d'autres personnes, Xavier Bertrand plus jeune. Je pense qu'il faudrait arriver à ouvrir et puis à terminer ce débat pour effectivement enclencher clairement la présidentielle et la place de notre candidat, puisqu'aujourd'hui, dans les journaux, on voit les 4 principaux candidats avec 3 qui développent leur programme et on va en François parler. Fillon qui est encore Mais poursuivi. vous ne tenez pas les mêmes propos que le reste, en tous les cas, de la famille politique Les Républicains. Quand ils nous parlent face caméra, on va écouter l'un d'entre eux, François Baroin, qui joue de plus en plus d'ailleurs un rôle central à droite. François Fillon a pris une décision en conscience, en responsabilité. Il est investi de la seule légitimité qui compte, qui est le soutien du mouvement populaire autour de la primaire. La situation est difficile et personne n'est dans le déni. Il n'y a aucun aveuglement sur les interrogations soulevées par ces informations qui ont été abondamment diffusées depuis 3 semaines. Mais le choix est un choix d'avenir de la France. Le choix est un choix de projet. Le choix est un choix d'équipe, d'organisation, de ligne politique pour l'avenir du pays. Donc il n'y a pas d'autre alternative. Donc nous sommes à ses côtés, nous sommes en soutien et nous l'accompagnerons tout au long de cette campagne. Nicolas Boudot, on a l'impression en réalité que quelque part François Fillon a appuyé là où ça fait mal. Il a flairé la faiblesse de sa famille politique. Il n'y a pas d'unanimité sur un plan B, donc il n'y a pas de solution pour le moment. Oui, c'est exactement ça. En fait, il y a quelques... Vous avez mis frondeur sur votre écran. Moi, je pense plutôt qu'il y a des orphelins. Il y a quelques parlementaires qui sont orphelins de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Ils ne se sont pas reconnus dans la personne de François Fillon, dans son programme, oui, pas dans sa personne. Puis il y a quelques orphelins d'Alain Juppé également, qui là ne se sont pas reconnus ni dans la personne, ni dans le programme, qui continuent d'essayer de déstabiliser François Fillon. Mais si on regarde les choses de loin, la chance de François Fillon, et il le sait parfaitement, c'est qu'il a face à lui non pas beaucoup d'adversaires politiques, mais plutôt des adversaires qui sont un peu plus lointains, qui sont plutôt ce qu'on appellerait les élites, plutôt les élites médiatiques. Mais fondamentalement, ni M. Macron, ni M. Hamon, ni M. Mélenchon, ni trop Mme Le Pen ne le poussent dans ses derniers retranchements sur le fond de l'affaire. Et donc pour l'instant, François Fillon, il peut continuer et gagner un peu de temps et se retrouver dans une situation assez intéressante. Vous êtes en train de nous dire que ce candidat, un peu affaibli, même si je le rappelle vraiment dans certains sondages, il se maintient et il a un électorat qui reste, en tous les cas à sa base, son noyau reste solide. Oui, autour de 20%. Arrange ses adversaires ?
J'ai pas dit que oui, alors ça arrange certains d'entre eux qui n'ont pas de programme, mais surtout ça l'arrange lui, parce que plus il aura de difficultés face à l'univers médiatique, plus il pourra jouer un rôle de victime, plus il pourra en gros dire de façon caricaturale, mesdames et messieurs les journalistes, dites aux Français pour qui il faut voter, peut-être qu'ils le feront ou pas, mais prenez cette responsabilité, tant vous m'appuyez sur la tête pour me faire disparaître. Il a commencé à jouer cette petite musique, et cette musique-là, elle peut peut-être l'aider à s'en sortir. Je me souviens en 1995, Philippe Séguin avait joué cette partition-là dans un meeting contre Édouard Balladur, en fustigeant celles et ceux qu'il avait déjà élus ou le considéraient comme déjà élus, et ça avait renversé ou accompagné le renversement de la tendance en faveur de Jacques Chirac. On sent que ça, François je Fillon peux me joue la permettre, même ça a chose. déjà marché lors de la primaire de la droite, où François Fillon s'était déjà mis dans cette posture. Là, c'est une attaque tout autre, vraiment frontale, avec, comme vous dites, l'univers des médias. Est-ce que cette musique sera porteuse? Encore une question, je reviens vers vous. Jean-Luc Gombault, vous entendez Fabienne Keller? Elle vous parle de thèmes lourds, de thèmes qu'elle porte, la sécurité, l'Europe, etc. C'est vrai que c'est une drôle de campagne, d'abord du côté de François Fillon, mais nous verrons avec les autres candidats. Nous n'en parlons pas. Malheureusement, nous n'en parlons pas. Justement, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Mme Keller à ce propos. En fait, François Fillon peut jouer sur le temps, parce que les autres ne développent pas leur programme. Est-ce que M. Macron a développé son programme depuis 15 jours, 3 semaines? D'ailleurs, il vient de dire qu'il n'avait pas besoin de programme au sens strict. M. Hamon prépare sa campagne. Il est en négociation avec les écologistes sur des sujets forts, par exemple l'abandon du nucléaire, par exemple, qui n'était pas dans... Donc, ça mérite... Donc, quelque part, il peut essayer de gagner du temps en jouant peut-être l'effet qu'au bout d'un moment de la lassitude des gens, en fait, vous ne parlez que de ça, vous ne parlez que de ça, parlez un peu des programmes, etc. Et ça avantage François Fillon. Et il peut jouer, je pense, il peut jouer sur le temps. Donc son attitude n'est pas véritablement suicidaire. Cela dit, il y a quelque chose d'extraordinaire. Les républicains aux États-Unis ont inventé avec Trump le moyen de gagner une élection ingagnable. Et les républicains chez nous risquent d'inventer avec M. Fillon le moyen de perdre une élection imperdable. Je ne sais pas comment vous réagissez à de tels propos. Ce qu'il faut dire peut-être pour recentrer le débat, Jean-Sébastien Ferjou, c'est qu'on comprend la sincérité de Fabienne Keller et d'autres parlementaires. Mais si on prend les autres putschistes que l'on voit, ils ne sont qu'une poignée au sein des Républicains, tout comme les manifestants que l'on voit sur les routes de campagne pour déranger et perturber la campagne de François Fillon. Ils ne sont aussi qu'une poignée pour le moment. Je pense qu'il y a dans le pays une colère très vive contre François Fillon, mais qu'il y a aussi une amplification du phénomène par les médias. Non pas que ceux qui ne sont pas en colère seraient, c'est un peu ce que disait François Baroin, seraient aveugles et sourds. Simplement, ils en ont pris leur parti. Ils considèrent que entre le médecin honnête et le médecin efficace, ils privilégient le médecin efficace. Donc, loin de moi l'idée de dire que François Fillon ne serait pas honnête. Je laisse à la justice le soin de le préciser. Mais enfin, c'est un peu comme ça que les gens le voient. En revanche, moi, je pense qu'il y a autre chose qui se met en place depuis une dizaine de jours maintenant, c'est que ça met les électeurs de droite en quelque sorte dans une situation de transgression, puisqu'ils s'apprêtent à voter pour un candidat dont en vrai ils ne l'apprécient plus parce qu'ils considèrent qu'il leur a menti sur son image. Mais on est dans une époque, Jean-Louis Gombault faisait référence aux États-Unis à l'élection de Donald Trump, où effectivement la transgression a le vent en poupe, mais j'ai envie de vous dire pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Parce que vous mettez des électeurs dans une situation où après le stade François Fillon, il y a le stade Marine Le Pen. Et non pas que les programmes aient quoi que ce soit à voir, parce que même s'ils ne les ont pas tant développés que ça, on voit bien qu'il y a des visions de l'économie notamment extrêmement différentes, mais on est à un moment de ras-le-bol profond et je pense que les médias se posent à vrai dire assez peu la question de ce qui se passerait si François Fillon était empêché entre le moment où on ne peut plus présenter de nouvelles candidatures et le moment de l'élection. Je pense qu'il y aurait une rage de l'électorat de droite dont personne à l'heure actuelle ne mesure l'ampleur. Je pense aussi qu'on sait beaucoup imaginer. Il faut faire porter la responsabilité ni aux médias, ni à la justice, ni à sa famille politique, à lui-même. Quand on dit nous n'entendons pas François Fillon quand il fait des discours, quand il va dans des meetings, il ne parle pas pendant des heures de son épouse, de ses enfants ou des affaires le concernant. Je veux dire qu'il est parfaitement normal que les médias continuent s'il y a de nouvelles révélations ou à dire où en est l'enquête, s'il est mis en examen ou je ne sais quoi, mais nous devons tous nous imposer aussi l'effort de parler du fond de ces propositions. Mais est-ce que les parlementaires y arrivent, Fabienne Keller, vous qui êtes sur le terrain comme tous les autres élus, et hier encore nous avions sur ce plateau un filloniste, alors là vraiment déterminé, beaucoup plus que vous, c'est François-Noël Buffet, soutien vraiment de la première heure,
qui a reconnu que sur le terrain, c'était quasiment impossible pour le moment. Donc, est-ce que vous-même, avant nous, j'allais dire, vous arrivez à décliner les thèmes que vous défendez, que vous portez? Alors, c'est évidemment très difficile. Quand on dit sur le terrain que c'est difficile, c'est parce que, en fait, ces histoires d'assistantes, de rémunération, ça parle à tout le monde, parce que c'est des niveaux de rémunération, les gens comprennent que c'est beaucoup, c'est des situations familiales pour les enfants, voilà, qui touchent les gens. Et je pense qu'il y a l'idée que le temps va atténuer, je ne sais pas. Peut-être que le temps va atténuer, peut-être que ça ne va pas l'atténuer, parce qu'il y a cette dimension, c'est quelque chose de très proche des gens, très, très concret. Après, je vous écoute et c'est effrayant le scénario que vous décrivez. C'est-à-dire que si d'aventure c'est le scénario pessimiste qui progresse, la responsabilité de la droite et du centre serait terrifiante. Donc notre responsabilité, c'est bien de se donner toutes les chances de l'emporter pour décliner notre programme et aussi faire barrage au Front National ou à M. Macron dont le programme est... On va parler de ces programmes. Est évanescent et ça peu veut dire, structuré. Donc nous devons être francs et regarder dans les jours qui viennent. Ça veut dire qu'on arrive à un moment critique. Et là, je voudrais avoir votre avis. Oui, on a encore quelques jours pour faire ce choix absolument stratégique et regarder si soit le débrancher, soit le soutenir vraiment et faire campagne, y compris pour pour lui. Débrancher, oui. Non mais, pardon, mais la réalité de la droite, c'est celle-là, parce que là, elle maximise les mécontentements, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que de toute façon, vous ne réussirez pas à satisfaire ceux qui ne veulent plus de François Fillon et ceux qui veulent que la droite gagne à tout prix. Et de toute façon, les deux procès pourront être faits. À un moment, il faut prendre une décision dans un sens ou dans l'autre, mais sortir de l'ambiguïté. Nicolas Bouzou, on parle quand même de l'un des grands partis de notre pays. Comment vous décririez, vous, l'état de la droite aujourd'hui? À moins de 70 jours d'une élection majeure, dans notre pays, c'est l'élection vraiment reine. On a parlé tout à l'heure d'une élection qui, il y a quelques semaines encore, était imperdable. Dans quel état sont-ils? C'est difficile de répondre d'un mot à cela. Moi, ce que je perçois d'où je suis, comme spécialiste de communication, c'est plutôt fondamentalement des militants et des sympathisants qui sont mobilisés parce qu'ils veulent gagner l'élection présidentielle et qu'ils ont compris que la situation actuelle posait un problème démocratique. C'est-à-dire que c'est plus grave que les petits sujets politiques dont nous parlons depuis 3 semaines, mais que ça pose un vrai problème démocratique global, général, de séparation des pouvoirs, d'organisation de la Constitution. On est dans un moment d'extrême gravité, finalement, que chacun perçoit. Et puis, au niveau de l'état-major, ils ont bien compris qu'il y avait un candidat et que dans son entourage proche, parce que François Fillon fonctionne comme ça, il y avait un peu de tirage des généraux du parti Les Républicains qui ont essayé d'imposer d'autres candidats ces derniers jours et ces dernières semaines, mais qu'ils sont, comme vous l'avez dit vous-même, extrêmement peu nombreux. Et ce sont plus des orphelins, je me répète, que des putschistes. Sont vraiment des gens qui ont un peu la nostalgie de Nicolas Sarkozy d'une part ou d'Alain Juppé, mais ils sont une poignée. Ce qui veut dire qu'en gros, fondamentalement, je sens que la base peut soutenir et pousser François Fillon envers et contre tout pour gagner l'élection présidentielle. Mais parce qu'ils ont capté, ils ont compris qu'on était dans un problème de démocratie, dans un problème global et général bien plus grave que les atermoiements de base politique. Et face à ce candidat, on va parler de cette drôle de campagne dans quelques instants, Jean-Luc Gombault, où vraiment on ne parle pas là vraiment des différents projets. Encore un mot, Fabienne Keller, parce que c'est vraiment à chaque jour désormais son lot de turbulences, de révélations, en tous les cas de faits. Le canard enchaîné qui s'en prend au porte-parole de François Fillon, Thierry Solère, visé par une enquête préliminaire de soupçons de fraude fiscale. Alors lui affirme avoir toujours déclaré ses revenus, être actuellement à jour de ses impôts. Il va porter plainte en diffamation contre le canard enchaîné. Alors, énième affaire ou énième fait ou énième révélation, vous, en tant que parlementaire, comment vous jugez ce feuilleton avec encore cette... Bon, il y a de l'acharnement, clairement, de la part du canard enchaîné. Je pense que Thierry Solère donnera des explications claires. Rapidement, c'est ce que souhaitent les Français. C'est vrai que ce chaînage n'est pas un hasard. Hein, tout ça est quand même très, très structuré. Mais ça perturbe les Français, c'est clair. Parce qu'ils attendent de nous que nous soyons exemplaires, j'ai envie de dire, plus encore que le français, que l'ensemble des Français, parce que nous avons cette obligation de porter l'action publique. Et c'est peut-être ça la manière moderne de faire de la politique, voilà. Plutôt dans le mode nordique,
Voilà, très rigoureux, peut-être trop parfois, mais voilà, dans un formalisme et une rigueur qui est attendue de toute évidence par nos concitoyens, surtout évidemment quand on leur demande des efforts. Jean-Luc Gombault, on va écouter Marine Le Pen parce qu'en attendant, la dynamique, quand on la voit dans les différentes enquêtes, et là les sondages ne se contredisent pas, elle a un socle qui est solide, elle a un socle qui n'est pas volatile. On écoute ses propos parce qu'elle lance un appel aux souverainistes, aux patriotes, dit-elle. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui, aujourd'hui, dans la vie politique française, sont des patriotes. Monsieur Guénaud est un patriote. Monsieur Dupont-Aignan est incontestablement un patriote. Et ceux-là devraient pouvoir un jour, demain, se rendre compte, peut-être, s'ils en ont le souhait, s'ils en ont la volonté, que la nation est en grand danger, quoi qu'on en dise, et que le choix qui va se faire à l'élection présidentielle est presque un choix de civilisation. Est-ce que la France restera ce pays, un pays libre, un pays souverain, un pays laïque? Voilà toutes les questions de fond qui se posent. Est-ce qu'ils sont capables de me rejoindre? Je le souhaite. En tout cas, je leur lance un signal et je leur dis, si vous voulez œuvrer pour le pays, alors à un moment donné, il faudra rejoindre le grand camp des patriotes. Est-ce qu'elle est en train d'installer un nouveau clivage, un clivage politique et économique également, Marine Le Pen? Ça fait déjà bien longtemps qu'elle essaie d'attirer M. Dupont-Aignan chez elle, et visiblement, ça ne marche pas. Pour M. Guénaud, je pense que ça sera la même chose. Je prends un seul exemple. Par exemple, Guénaud a voté contre Maastricht, mais il est défenseur pour le maintien de la France dans l'euro. Donc, qui est quand même un clivage, qui pour moi d'ailleurs, est le clivage absolument majeur sur les questions économiques. Donc, elle essaie évidemment de se donner, enfin, c'est plutôt adoucir son image, plutôt que de, à travers ces deux personnes, plutôt que de croire qu'elle va les attirer vers elle. Donc je pense que là, tout le monde est en train d'essayer d'attirer des alliés. On est en présidentielle, bien entendu, c'est tout à fait normal. C'est vrai que M. Guénaud peut lui prendre 1 à 2%, M. Dupont-Aignan peut lui en prendre 2 ou 3. Ça fait beaucoup si on veut arriver au deuxième tour. Mais je ne crois pas qu'il s'agit plus d'une opération de com' qu'une opération stratégique au sens strict. Moi, je ne pense pas qu'il s'agisse que d'adoucir son image, parce qu'elle est revenue sur un discours d'ailleurs assez dur sur l'immigration, et les autres porte-parole du Front National aussi ces derniers jours. Je pense qu'elle met le doigt sur un vrai clivage de la vie politique française. Et d'ailleurs, regardez, vous disiez tout à l'heure, Madame Keller, que les Français étaient en attente d'exemplarité, et je le pense, mais ils sont aussi en attente de discours politiques forts qui correspondent à leurs attentes. Marine Le Pen, dans ce qu'elle disait tout à l'heure, elle dit quelque chose d'extrêmement clair. Il y a effectivement un clivage au sein de la vie politique française, mais pas tellement au sein des partis, à vrai dire, mais très clair au sein de l'opinion, entre une France qui bénéficie ou qui souhaite plus d'ouverture, ou à minima que les choses restent comme elles sont, et une France qui ne veut plus que les choses continuent à être comme elles sont, et qui souhaite pas forcément d'ailleurs le repli, mais qu'on reprenne la main sur notre destin, parce qu'on peut le décrire de manière péjorative comme de manière positive. Donc maintenant, quand elle s'adresse à Henri Guénaud ou à Nicolas Dupont-Aignan, elle le fait évidemment sans grand espoir, parce qu'elle voit bien qu'ils n'ont pas... Et puis, ils sont candidats, pourquoi dirait-il avant même l'élection qu'il la rallierait? Mais elle l'a aussi compris, parce qu'elle est plus proche des marches du pouvoir qu'elle ne l'a jamais été, que le Front National aurait de la peine à arriver au pouvoir seul. Et je pense que cette attitude-là, ça montre quelque chose de nouveau. C'est que jusqu'à présent, le Front National lui-même ne croyait pas du tout, quoi qu'ils aient pu en dire, à ses capacités d'élection. Maintenant, ils sont loin d'en être certains. Et évidemment, c'est loin, très loin d'être une hypothèse absolument vérifiable. Mais ça n'est plus non plus une hypothèse qu'on peut totalement exclure. Et ils s'inscrivent là-dedans, ils réfléchissent à la manière dont ils pourraient avoir une majorité. Parce que le tout n'est pas d'être élu président de la République. Derrière, il faut gouverner. D'un nouveau clivage, qui n'est plus le clivage traditionnel que nous avons toujours connu, qui est le clivage gauche-droite, mais Fabienne Keller d'un clivage entre finalement... Pour résumer, les mondialistes d'un côté et les protectionnistes de l'autre. Et dans les mondialistes, évidemment, Marine Le Pen, elle précipite Emmanuel Macron pour mieux soit le caricaturer, soit l'enfermer dans ce camp-là. Est-ce que vous identifiez également ce clivage vous-même? Oui, enfin moi je partage la vision de Jean-Louis Bongo. Tout ça est largement de la communication. On ne parle plus de Front National, on parle de Marine Le Pen. Elle communique pas mal d'ailleurs sur le fait qu'elle est capitaine de navire. Et puis maintenant, elle parle au nom du peuple, elle est populiste, elle est populaire. Enfin, on mélange tout ça. Au passage, on utilise un mot qui était dans le sigle précédent, les Républicains. Elle fait des appels, effectivement, déjà de candidats pour... Voilà, on est beaucoup dans la tentative de récupération. Alors, vous avez raison, sur un clivage... Enfin, en s'appuyant sur la peur
de la mondialisation, dans laquelle on met beaucoup de choses extrêmement différentes, des éléments très très positifs à la mondialisation. Oui, mais je circule dans le monde, mais je suis aussi des angoisses, mais aussi des angoisses, voilà, pour des... Vous et d'autres, quand je dis vous à droite et à gauche, certains n'ont pas su répondre en tous les cas apparemment. Oui, enfin, par exemple, un discours européen fort, la volonté d'une France leader en Europe, c'est un rempart contre la mondialisation. La mondialisation, comme l'entend Marine Le Pen, c'est notamment l'immigration incontrôlée. Là, on a des outils en Europe, on peut les renforcer. C'est toutes les coopérations, c'est toutes les harmonisations des différentes réglementations. La France n'a plus de voix depuis plusieurs années. Et là-dessus, les Républicains ont un programme très structuré, une volonté qu'a montré François Fillon, par exemple, de développer les relations avec l'Allemagne et un axe franco-allemand moteur dans cette Europe fragilisée par le Brexit. Donc la mondialisation, il y a des réponses. Il y a des aspects aussi extrêmement positifs. Nos enfants font des études dans le monde entier. Ils s'ouvrent à des cultures extrêmement diverses. Elle s'appuie énormément sur les peurs. Quand elle parle d'un mot, c'est pour faire peur. Mais est-ce que ça suffit de dire cela, Fabienne Keller? C'est vraiment le cœur de la seconde partie de notre débat, Nicolas Boudot. On a l'impression quand même que Marine Le Pen a un boulevard devant elle. Je ne parle pas d'un boulevard au niveau de la présidentielle, je parle même au niveau de ses contradicteurs. C'est la première, peut-être présidentielle, ça se passe ainsi, vous allez me dire si c'est le cas ou pas, où il n'y a quasiment pas de contradiction et de choc entre les différents projets, entre les différents programmes. Elle a ses 144 propositions et pas de contradicteurs. Non, et c'est plutôt malin ce qu'elle fait là en essayant de trouver un clivage nouveau entre les mondialistes et les souverainistes, parce qu'elle cannibalise François Fillon. Elle se présente, ce faisant, comme la seule opposante à Emmanuel Macron, qu'elle désigne quasiment comme le futur finaliste du second tour de l'élection présidentielle face à elle. En cela, c'est hyper bien joué. Elle fait une sorte d'anticipation en disant, voilà, Fillon est mort, ce sera Macron face à moi, et ce sera un nouveau paradigme politique entre la mondialisation et le souverainisme. Là, c'est hyper bien joué de sa part. On verra ce que ça donnera dans le futur. Mais en termes de stratégie de communication, c'est très bien joué de sa part. Encore une fois, pas que de la communication, parce que c'est aussi une réalité sociologique. C'est-à-dire, vous disiez, nos enfants font des études à l'étranger, etc. Nos enfants, à nous, présents sur le plateau, certainement, ça n'est pas le cas de l'ensemble des Français. Je pense que Marine Le Pen a compris ça, et je pense que les autres ne doivent pas lui abandonner ce discours aux catégories populaires, parce qu'il y a effectivement des gens pour lesquels la mondialisation n'est pas ni vécue. Mais c'est pas juste au niveau de la perception, c'est une réalité. Oui, la mondialisation s'est révélée extrêmement défavorable pour les catégories inférieures des pays occidentaux. Notamment les industriels, tous les gens qui ont bossé dans l'industrie. Donc ne l'ignorons pas en n'opposant pas un monde qui d'un côté serait merveilleux, parce qu'effectivement c'est à peu près vrai de 30% des Français, et puis un monde pour lesquels il n'y aurait que des gens qui ne comprendraient même pas ce qui leur arrive. Parce sauf qu'en insistant sur ce clivage, Jean-Luc Gombault, elle installe le match. Ça ne veut pas dire que c'est le match réel. C'est-à-dire c'est le match souhaité, en tous les cas, dans la tête de Marine Le Pen et peut-être également dans la tête d'Emmanuel Macron. Eh bien, ces deux-là, ils se jaugent, ils se jugent, ils veulent s'affronter. Alors justement, parce que Emmanuel Macron, il dit bien, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Ça n'existe plus, la gauche et la droite. Mais on ne sait pas ce qui existe à la place. Alors elle, au moins, elle dit, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, mais il y a les patriotes et les non-patriotes. Est-ce qu'il est possible de reconstruire une majorité en France sur la base des patriotes ? Ça me semble vraiment passé, qu'on n'est pas au temps de la résistance. Ça me paraît vraiment une vision... Je comprends, je conçois ce que vous dites, mais au niveau des idées, mais au niveau de majorité politique sur ce thème-là, ça me paraît complètement... hypothétique, qui ne paraît pas... Demain matin, il y aura un sondage sur Atlantico, précisément sur les clivages idéologiques, et vous verrez que ça n'est pas une vue de l'esprit. Il y a une majorité de Français qui ne veulent plus d'ouverture, qui veulent moins d'ouverture. Oui, il y a un clivage... Une très large majorité. Je répète, il y a un clivage idéologique, mais à partir de là, est-ce que vous fondez une majorité politique? C'est tout à fait autre chose. Parce que moi, je vous fais 36 définitions de ce qu'est le patriotisme aujourd'hui. Donc, en réalité, vous n'avez pas une majorité politique cohérente de gouvernement. Moi, je vais vous faire 36 définitions de ce que c'est que d'être républicain ou de ne pas l'être. C'est un procès qu'on peut faire un peu à tout. C'est un nom. Non, mais le mot patriote, à vrai dire, les gens s'en fichent. Ils entendent des propositions qui sont plus concrètes. Et au-delà de ça, de toute façon, Marine Le Pen bénéficie d'autre chose. C'est que, et d'ailleurs, le système la désigne en permanence comme telle, puisqu'elle fait peur. Si elle fait peur, c'est donc bien qu'avec elle, quelque chose changerait. Et il y a une demande incroyable de changement. C'est comme ça que Donald Trump a été élu. C'est comme ça que le Brexit est arrivé. Mais je veux dire, juste sur quelque chose de quasiment absurde, juste sur l'idée du changement, presque pour le changement. Et on la désigne comme celle qui fait peur, parce qu'avec elle, ça va être différent. Enfin, vous voyez, sur la question du débat, je ne suis pas sûre qu'elle cherche à instaurer un débat. Parce que
qu'on peut analyser pour les campagnes de Trump ou le Brexit, c'est qu'il n'y a pas tellement eu de débat entre les camps. Mais chaque camp, notamment alimenté par les réseaux sociaux, c'est plutôt auto-alimenté, auto-convaincu et a développé son propre argumentaire et s'est conforté dans sa vision. Donc on est peut-être, et c'est plutôt inquiétant, dans une démocratie qui évolue et qui a du mal à organiser des débats d'idées, des débats fondamentaux. C'est là aussi frappant, Fabienne notre Keller, responsabilité de les si on engager. revient 4 ans et demi en arrière, je veux dire pour la campagne de 2012, il y avait eu, alors qu'on soit d'accord ou pas avec les propositions, il y avait eu des propositions fortes. Rappelons la proposition de taxation de 75% qu'avait sorti en pleine campagne. Et oui, mais elle avait quand même agité beaucoup de choses. Oui, mais qui n'a été, je le rappelle, appliquée à personne. N'est-ce pas? Mais quand même, elle avait... Là... le club de foot. Non, nous avons voté un amendement. Les seuls qui étaient assujettis à cette taxe, c'était les footballeurs, et on les a exonérés. Mais aujourd'hui, comment vous expliquez, Nicolas Boudot, que le paysage, pardonnez-moi, que le paysage politique flotte un peu dangereusement, j'allais dire? Parce que sur les 4 grands candidats, il n'y en a qu'un seul, 1,5, allez, qui ont fait connaître leur programme. C'est-à-dire Il y a François Fillon à 100%, puisque son programme est issu de la primaire. d'une moitié de programme, pas d'une moitié de candidat. Et Marine Le Pen qui a fait part de ses 144 propositions. Benoît Hamon, son programme, ce sera pour le mois de mars, et on ne sait pas avec quel attelage, Yannick Jadot ou pas avec lui, Jean-Luc Mélenchon ou pas, et donc quel type de programme, on ne saura pas avant la mi-mars. Et quant à Emmanuel Macron, il a dit qu'on pouvait gagner son programme, ce en quoi il a raison. On peut gagner sans programme, mais il faut pouvoir imposer des thèmes. Ce qui est l'esprit totalement inverse de la démocratie, d'ailleurs. On est d'accord. Accessoirement, faire guerre sans que les gens sachent qui les attend, ça me paraît être l'inverse de la démocratie. Mais c'est possible. Mais il faut savoir imposer un thème de campagne. En 1995, la fracture sociale, l'insécurité en 2002, le travailler plus pour gagner plus en 2007, ou en tout cas le président de la fiche de paye. Le tout sauf Sarkozy en 2012, pour caricaturer et faire ça. Là, la finance, c'est mon ennemi. Oui, mon ennemi, c'est la finance. Et je recrute un ancien de Rothschild. Mais là, en 2017, rien de tout cela. Il n'y a aucun thème. D'abord parce qu'il y a l'éclipse Pénélope Guette qui n'aide pas à ce qu'un thème émerge, mais même de la part des candidats, on sent qu'ils jouent leur carte personnelle. Ils transforment l'élection, si je suis caricatural, en une sorte de jeu de télé-réalité où c'est finalement le physique et l'intelligence qui va faire la différence, pas le fond des sujets. Alors que les Français attendent du fond, attendent du changement. Jean-Sébastien a raison. Il y a vraiment une volonté de nouveauté et de changement, mais de changement sur des idées de fond. Pour conclure, c'est vraiment une campagne inédite sur ce plan-là. On va le savoir d'ici à la campagne et on le saura après. Parce qu'en réalité, on va savoir que tout ça va remonter une fois que les élections seront faites. C'est-à-dire que la politique ne s'arrête pas au moment des élections. Et le lendemain, je pense qu'il y a un risque Macron, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. Il y a un risque Fillon, parce qu'on se demande s'il pourra faire ce qu'il dit qu'il va faire. Et il y a un risque Hamon, parce qu'il ne veut pas faire un certain nombre de choses qu'il faut faire. Donc on arrive donc dans une situation d'incertitude qui ne sera pas résolue à l'occasion de ces présidentielles. Merci en tous les cas pour ce débat et cette analyse. Et puisque vous l'avez dit, les Français, c'est normal, exigent dans une campagne présidentielle les thèmes de fond. Bien, on va en parler justement. Ça ne veut pas dire que nous n'en parlions pas, évidemment, mais c'était une analyse politique. On va se poser cette question au cœur de notre émission et puis également de la campagne. L'effort supplémentaire est-il correctement rémunéré en France? Eh bien, si l'on en croit une étude de l'INSEE, la fiscalité pénalise lourdement, mais vraiment très lourdement, ceux qui veulent travailler plus. Alors, sur ce thème qui a trait au travail, aux impôts, et puis finalement à notre modèle social, le match des idées va opposer dans quelques instants l'essayiste Robin Rivaton à François Mickey-Marty, président de l'Institut de sondage Via Voice. A tout de suite. Incontestablement, il a sa patte. Mais ce style qui lui a permis de gagner la primaire sera-t-il un atout dans la présidentielle? Son mot d'ordre, garder le cap, lui permettra-t-il de rassembler son camp? Et son art rhétorique ne tourne-t-il pas parfois à celui de beauté en touche? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, l'ex-frondeur devenu champion de son camp. Déshabillons-les demain à 18h45 sur Public Sénat. C'est bio, c'est brut, c'est la mer, c'est un paysage et il y a un savoir-faire. Là, vous voyez, vous comprenez ce que ça veut dire, moi je sais voter. Complètement.
Alors ça, c'est vraiment le veau sous la mer, élevé à l'herbe. C'est ça. Ça doit coûter une fortune, ça, comme veau. Alors, à 8 jours, ça vaut 1 euro. 1 euro le kilo? Non, le veau. Allez, une petite lichette. Ça, c'est du melon qui a été cultivé avec amour. On dit que le bonheur est dans le pré. Moi, je trouve que le bonheur est chez les maraîchers. Mangez et votez, jeudi à 19h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, bien sûr. C'est votre émission. On va plus loin pour débattre à présent d'un sujet au cœur de cette campagne présidentielle, le travail, notre rapport au travail, avec une étude très intéressante de l'INSEE selon laquelle notre pays n'incite pas vraiment au travail. L'effort supplémentaire est peu rémunéré. Alors comment, dans ce cas-là, inciter à travailler dans de telles conditions ? On va en parler avec nos invités ce soir. Robin Rivaton, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, essayiste, chroniqueur économique. Face à vous et avec nous, François-Mickey Marty, bonsoir. Bonsoir. Président de l'Institut Via Voice. Et d'abord, messieurs, on va s'arrêter sur cette étude publiée par l'INSEE et qui pose la question de notre rapport au travail. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Si je gagne plus, l'État va tout me prendre. Cette phrase souvent entendue est en partie confirmée par une étude de l'INSEE qui mesure la part d'une augmentation qui retourne dans les caisses de l'État. Ainsi, en cas de revalorisation salariale de 100 €, pour la moitié des Français, l'État récupérera plus de 57 €. En cause, les impôts et cotisations payés sur cette augmentation, les prestations sociales perdues ou diminuées et les cotisations que l'employeur doit payer sur cette somme. Selon l'INSEE, un taux élevé peut conduire les individus à réduire leur temps de travail, à limiter leur effort pour obtenir une augmentation ou même à sortir du marché du travail. Mais l'étude souligne aussi que ce taux élevé est la contrepartie de notre système redistributif. Enfin, l'INSEE précise que la désincitation à travailler est moins forte aujourd'hui que dans les années 90. La mise en place du RSA activité et de la prime pour l'emploi, aujourd'hui réunies dans la prime d'activité, sont des dispositifs qui jouent tout leur rôle, en créant bien une différence significative entre une personne sans activité et une autre reprenant un travail. On ne découvre pas cette situation, mais elle est quand même un peu frappante. Elle est frappante, mais la France est le pays qui aujourd'hui dépense le plus d'argent public et elle collecte le plus aussi d'impôts. Donc forcément, qu'on prenne la dimension du travail, qu'on prenne la dimension du capital, des revenus de l'épargne, à chaque fois on va taxer plus que les autres. Donc ce chiffre assez spectaculaire, il n'est que la réalité au quotidien de ce que vivent les Français. Là où ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que cette pente, on a parlé beaucoup de la majorité, des 57% pris, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que pour 1,5% des Français, ça paraît peu peut-être, mais ça fait quand même 400 000 personnes qui travaillent. Ces 400 000 personnes, dès qu'elles travaillent une heure de plus, l'État prend plus de 100%. C'est-à-dire que tout effort supplémentaire est rémunéré par une non-rémunération de l'effort. Et là, on voit bien qu'on atteint la limite d'un système qui fait que ces personnes, qui sont souvent ceux qui sont les plus productifs, qui ont les plus hauts salaires, mais qui contribuent aussi par leur salaire à la redistribution, si ces personnes arrêtent de travailler parce qu'on les taxe à 100% pour leur supplémentaire, eh ben c'est autant d'argent qui ne revient pas dans les caisses de l'État et qui ne permet pas d'être redistribué pour les plus modestes dans la société. François-Mickey Marty, quel est votre regard? Est-ce que vous partagez ce que dit Robin Rivaton? Oui, et en termes d'opinion, c'est très prégnant aussi. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une réelle élément de dissuasion pour des personnes qui veulent aller sur le chemin du travail. Ce qui est intéressant sur le fond, c'est que ça fait des années qu'on essaie de résoudre ce problème. Le RMI, créé par Michel Rocard, se voulait comme un revenu d'insertion et pas uniquement comme un revenu. Puis est survenu le RSA créé en 2007, notamment par Martin Hirsch, qui lui-même se voulait comme une aide pour le retour à l'emploi. Et puis, vous en parliez tout à l'heure, la prime d'activité, nouvelle synthèse entre deux dispositifs qui préexistaient, elle-même vise à favoriser tout ça. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que la philosophie de notre architecture sociale repose sur le travail précisément. C'est-à-dire que les dispositifs de sécurité sociale, de protection sociale sont financés par les gens qui travaillent. Donc on est contraint à des ajustements permanents au fond entre ce financement-là et puis la situation de personnes qui sont en dehors de l'emploi. D'où cette césure qui est majeure et qui est quand même assez permanente entre ceux qui sont exclus du monde du travail, ceux qui sont inclus et la difficulté pour ceux qui sont exclus de rentrer dans le monde du travail parce que quoi qu'on fasse au fond, les dispositifs sont insuffisamment incitatifs. Pour en sortir, il faudrait une forme d'autre philosophie du financement de la protection sociale, peut-être une autre philosophie du travail aussi. Est-ce que c'est une spécificité, une particularité française de notre pays aujourd'hui, une telle situation ?
On a un vrai rapport différent des autres pays au travail. Aujourd'hui, il y a 64% des Français en âge de travailler qui travaillent. Donc 64%. En Allemagne, c'est 74%. Et en Suisse, c'est 80%. Ces écarts peuvent vous sembler peu importants. Ça représente 4 millions de personnes. 4 millions de personnes qui, si on est en Allemagne, travailleraient et qui ne travaillent pas en France. Vous imaginez les conséquences économiques. On parlait de cotisations qui ne sont pas prélevées pour les retraites, pour l'assurance chômage, pour l'assurance maladie, mais aussi les conséquences sociales. 4 millions de personnes qui ne travaillent pas alors qu'ils travaillent dans un autre pays. Donc la France a véritablement fait un choix qui est celui de ne pas dire que le travail était la priorité. On a préféré refuser certaines formes de travail au prétexte qu'elles étaient indignes ou pas suffisantes pour mériter de travailler. Et donc on a fait ce choix-là qui est un choix à mon avis terrible, qui est un très très mauvais choix. Et moi je pense qu'aujourd'hui on parlait beaucoup de travailler plus pour gagner plus. La vraie question aujourd'hui, c'est de travailler tous pour gagner plus. C'est-à-dire que dans notre société, si nous ne sommes pas capables de faire revenir ces 4 millions de personnes sur le marché du travail, ces 4 millions de personnes qui sont en souffrance, ces 4 millions de personnes qui se sentent exclues de la société, vous avez prononcé le mot d'exclusion, mais on a un vrai sujet d'exclusion sociale, c'est pas seulement de l'exclusion économique, les inégalités sont une chose, mais l'exclusion de dire à quelqu'un, tu n'es pas utile dans la société et donc on va te rémunérer l'inactivité, ce n'est pas un message qui est entendable et ça crée énormément de frustration. Donc je pense qu'il y a un vrai travail aujourd'hui, un enjeu à faire revenir et à inclure sur le marché du travail pour inclure dans un contrat collectif de société. François-Mickey Marty, on l'entend peu ce discours, même si, il faut reconnaître cela en tous les cas au candidat Benoît Hamon, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, la question du travail, il l'a mis sur la table. Elle est devenue, en tous les cas, le temps de la primaire de la gauche, un sujet central. Il a reconnu, lui, c'est ce qu'il dit, qu'il y a une raréfication du travail. Est-ce que vous pensez, est-ce que dans vos différentes enquêtes, sondages, c'est un sujet majeur pour les Français de préoccupation pour eux, pour leurs enfants ? Alors, très clairement, oui. C'est même l'un des sujets principaux. L'idée du travail et de ce que l'on vit au travail. Je crois que l'essentiel est qu'il existe une forme de divorce, ou tout au moins une différence entre la manière dont les candidats, les personnalités politiques parlent du travail, et la manière dont une partie des Français le vivent, y compris sur la notion de valeur travail. C'est-à-dire que concrètement, le travail, lorsqu'il est énoncé, pris en charge dans les discours politiques, est souvent envisagé de manière comptable. Si l'on travaille plus, on a le sentiment de revaloriser le travail, et si l'on rémunère davantage le travail, on a le sentiment de le reconnaître davantage. Donc il s'agit de quantité de travail, ou il s'agit de rémunération. Et dans les deux cas, on a le sentiment de promouvoir la valeur travail. Or, pour les personnes qui travaillent, le plus souvent, la valeur du travail, c'est pas ça. La valeur du travail, ce sont des identités, des passions, une fierté, une application, une reconnaissance à travers un intérêt. Vous distinguez le travail et l'emploi. C'est-à-dire que l'emploi renvoie à la valeur de ce que l'on produit, c'est la valeur d'échange, c'est différent du travail, c'est bien ça ? Je crois qu'il existe deux natures très différentes de la valeur travail. On peut parler de valeur travail de manière quantifiée, et c'est important, hein, la quantité de travail, le fait d'être ou non au chômage, la rémunération, et il y a une toute autre vision, moi, qui est celle que j'ai rencontrée en écoutant un certain nombre de personnes en parler, qui tiennent au fond à des expériences personnelles. Je vous raconte juste une anecdote, et comme ça, après, j'arrêterai de raconter tout ça. J'ai rencontré un monsieur âgé de 80 ans, qui toute sa vie a été fraiseur, fabriquait des petites pièces métalliques. Et ce monsieur a eu les larmes aux yeux en me disant mais qu'il exerçait, il éprouvait, à travers ce métier, un savoir-faire qui lui donnait une fierté. Et il m'a dit, qui comprend la fierté que j'éprouve en mobilisant, en acquérant, en construisant avec le temps un savoir-faire à travers mon métier. C'est de la valeur travail, au sens premier, au sens propre du terme. Et on comprend bien que c'est très différent du nombre d'heures que l'on travaille, et c'est très différent aussi d'une dimension de rémunération. Bien sûr, la rémunération aide et le pouvoir d'achat est important, mais c'est autre chose. Il y a une valeur travail qui est une expérience personnelle que chacun connaît au quotidien, qui est différente bien souvent de la manière dont les hommes ou les femmes politiques s'en emparent, parce qu'ils ont, par la force des choses, une logique agrégée ou comptable. Pour revenir sur ce que dit Benoît Hamon, en fait, ça n'a rien de neuf. Benoît Hamon est un rocardien à la base. Qui a signé la préface du livre La fin du travail de Rifkin en France ? C'était la première édition de 97, c'était Michel Rocard. Toute cette idéologie de la fin du travail, droite et gauche l'ont partagée dans les années 90. Souvenez-vous de la loi la droite en est revenue, hein. La loi 1996 est une loi d'Eurobien sur l'aménagement du temps de travail, suivie ensuite par les lois de Martine Aubry sur la réduction du temps de travail en 98 et 2000. Mais on a eu une convergence droite-gauche et on a été le seul
pays au monde à faire cette réduction du temps de travail dans ces proportions-là. Et aujourd'hui, elle nous pénalise énormément. Juste pour donner un chiffre, encore une fois, vous parliez de la vision comptable. Je suis désolé, je vais endosser un peu cette vision comptable, mais il est important de donner des chiffres. Un Français, je ne parle pas de quelqu'un qui au travail, je parle de tous les Français entre 18 et 65 ans. Si on divise toutes les heures de travail qui sont faites dans l'année par un Français entre 18 et 65 ans, on a 902 heures par Français. 902 heures. Un Allemand, c'est 1050 heures. Et un Anglais, c'est 1150, et un Australien, c'est 1300 heures. On est le pays qui travaille le moins au monde en heures travaillées par habitant. Et à la fin, qu'est-ce que ça joue? On a le même niveau d'éducation que les autres, on a le même niveau de machines, de technologie dans notre économie. Si on travaille moins que les autres, notre production de richesse est inférieure aux autres. Et une grande partie du décalage de richesse de la France qu'on voit aujourd'hui au quotidien, suffit de se balader entre la France et l'Allemagne pour voir la différence de richesse entre nos compatriotes et nos voisins européens, s'explique aussi par ce manque de quantité. Vous parlez de richesse, vous parlez de croissance et vous faites beaucoup réagir les réseaux sociaux. À l'instant, Luc Arbib qui vous dit « D'accord, Robin Rivaton, travaillez tous, mais jusqu'à quand et pourquoi ?» C'est une croissance sans fin, c'est peut-être le modèle que vous préconisez. Mais la croissance sans fin, c'est ce que veulent les Français. Quand vous avez des candidats qui, toute la journée, vous parlent de pouvoir d'achat, quand vous avez des gens qui viennent dans les réunions publiques, vous parlez de pouvoir d'achat, viennent vous discuter en vous disant intrinsèquement, les gens sentent qu'ils sont aujourd'hui plus pauvres que leurs voisins. Et c'est la réalité. Le niveau de vie entre un Français et un Allemand qui était égal au début des années 2000 est aujourd'hui décroché de quasiment 10%. Donc les gens le sentent, les gens le savent, les prix s'uniformisent aussi. Donc cette question de la croissance, c'est aussi très concrètement ce que peuvent consommer les gens. Et aujourd'hui, la demande est quand même à cette croissance-là. Il y a cette demande-là, Françoise Mickey-Marty, et elle se confronte à la multiplication des contrats courts, à la paupérisation de certaines catégories de travailleurs qui s'interrogent justement sur la valeur travail, sur les protections qu'on peut leur apporter. Comment on arrive à concilier ces deux visions-là aujourd'hui? Oui, elles sont dans la société très différenciées. Et on a des populations à gauche, à droite, qui ont elles-mêmes des visions très différentes. Alors historiquement, c'est vrai que ce qui a été le déclencheur de toutes ces grandes mutations, c'est pour l'essentiel la réduction du temps de travail et le passage aux 35 heures à partir de 2000. Et on a vu, alors on l'a oublié aujourd'hui, mais j'ai retrouvé des textes extraordinaires, en 2002, François Fillon appelait à la revalorisation du travail, et puis Arnaud Montebourg, Vincent Payon, nous sommes en octobre 2002, eux-mêmes appelés à une remobilisation autour de je cite, la valeur et le rôle du travail qui doivent être réaffirmés dans notre société. Et, devinez qui, nous sommes toujours à l'automne 2002, François Hollande aussi, qui appelait, après les lois de réduction du temps de travail, à la revalorisation du travail. Donc ça raconte quoi ça? Ça raconte qu'on s'est dit, tiens, on a réduit le temps de travail, et tout se passe comme si, ayant réduit le temps de travail, on donne moins d'importance à la nature du travail. Ce qui n'est pas tout à fait juste en réalité, parce que vous pouvez travailler moins, mais néanmoins travailler extrêmement consciencieusement et être fier de ce que vous faites. Mais il y a eu cette forme d'amalgame. Et depuis, et on le voit encore aujourd'hui, l'idée de la valeur travail, bien sûr le discours de Nicolas Sarkozy en 2007, avec la promotion de la valeur travail, dont Ségolène Royal d'ailleurs avait déjà parlé en 2006, donc il y a aussi un dépassement du clivage gauche-droite. Et enfin on arrive, vous en parliez, à Benoît Hamon qui, au fond, déplace quand même un peu les lignes et la réflexion, avec une question de fond qui est, au fond, qu'est-ce que sera le travail dans les années qui viennent? Pas uniquement, là encore, je crois, en termes de volume, ni en termes de fluidité dans la société. Il parle de la fin du travail, quand même. Il parle de la fin du travail, il envisage alors je reste dans sa logique à lui, telle que je la comprends, une fluidité d'un travail à l'autre. Et puis, il y a aussi, à travers l'idée du revenu universel, la possibilité de davantage choisir sa vie. C'est-à-dire qu'au fond, la possibilité d'un travail et d'un revenu minimum permet de mieux choisir sa vie avec une soumission moins importante au carcan perçu du travail dans une vie traditionnelle. Je vous laisse tout de suite réagir aux propos de François Mickey-Marty, Robin Rivaton, mais il y a Henri Mattei qui vous dit, est-ce que ce n'est pas un peu tabou, voire insultant, de parler de la nature, de la valeur du travail quand il y a tant de chômeurs et un chômage de masse en France? Ah, et moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où tout travail vaut mieux que l'inactivité. Encore une fois, on parlait de la façon dont on parle beaucoup de l'identité du point de vue religieux, du point de vue communautaire. Mais le creuset où les gens creusent leur identité et fondent leur identité au quotidien, c'est le travail. C'est-à-dire que c'est sur le lieu de travail. Quand on interroge quelqu'un, on lui demande « mais que fais-tu » et c'est vraiment quelque chose qui est un réflexe ancré dans la société, et pas qu'en France, dans toutes les sociétés modernes et occidentales. Et donc aujourd'hui, refuser, ne pas voir ça et dire à des gens « contentez-vous de vivre » parce que la société vous fournit un matelas de substitution qui parfois peut permettre de survivre, ce n'est pas une réponse qui est suffisante, et je pense qu'aujourd'hui on doit mener un combat pour aussi voir le travail du point de vue de l'identité et permettre à des gens de rentrer dans la société par ce biais-là. Donc pour répondre à cette question, je pense que tout travail aujourd'hui vaut mieux que l'inactivité, et j'en suis absolument persuadé dans le cadre légal et réglementaire qui est le nôtre évidemment. La question qui se pose aussi, c'est effectivement la question
question de cette fin du travail, qui est une question, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, l'échec qui ne valait pas, qui a été montré et démontré dans les années 90, elle est fausse dans les années 2017. Donc on peut écarter. Et pourtant, elle porte. Alors elle porte, elle fait du bruit. Mais parce qu'elle se mélange. Elle fait du bruit ou du mal, à votre avis? Elle fait du mal, à mon avis, puisqu'elle a une vocation. Elle crée des mythes qui n'existent pas, mais elle se mélange aussi avec une autre question qui est celle de la fin du salariat. On mélange la fin du travail et la fin du salariat, qui ne sont pas les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir du travail, mais sous d'autres formes. Et là où Benoît Hamon surfe aussi, quand on regarde son découpage électoral, il marche très bien dans des catégories qui sont plutôt soumises à ce changement des modalités de travail, le passage du salariat à des formes de travail indépendant, de freelance sur certains métiers, d'ubérisation, comme on l'appelle, sur des métiers où on retrouve certaines tâches qui sont confiées à des indépendants. Là aussi, c'est une vraie question qui se pose. Et la question qui est celle qu'on voit sous-jacente, c'est comment organiser la protection sociale de ces personnes qui ont parfois des statuts un peu plus précaires, sur lesquels des modèles économiques fonctionnent tout simplement parce que en fait, en réalité, c'est moins de charges qui sont payées par l'employeur et qu'on déplace, et donc qui permet de faire fonctionner des modèles économiques. Comment on organise un modèle de protection sociale dans lequel on permet... Toutes ces questions très intéressantes que vous posez, vous y trouvez des réponses aujourd'hui dans certains programmes, et notamment programmes plutôt de la droite Bien sûr. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a des propositions sur l'auto-entrepreneur qui est un modèle extrêmement bien fait, qui a été quand même pensé, je le répète, en 2009, et qui, en l'espace de 8 années, a conquis 1 million de Français. Vous connaissez beaucoup de lois qui ont eu autant d'impact dans la société française. Je n'en connais aucune sur les 15 dernières années. C'est une loi qui a eu un impact monstrueux. Ce régime a été en très bonne qualité. Et il a suffi que Mme Pinel fasse une loi pour en réduire et pour mettre en place des barrières qui ont cassé la dynamique de ce modèle. C'est quand même un peu triste. Je pense qu'aujourd'hui, on peut conserver ce modèle et en faire une sorte de sas pour le travail indépendant, qui est un très bon modèle. François Mickey-Marty, même question. Est-ce qu'il y a des candidats, selon vous, qui portent, qui ont en tous les cas cette vision plus globale? Et puis une question sur, faut-il rapprocher identité et travail? Oui, c'est le cas. Est-ce que le travail structure l'identité structure le travail? Alors en France, beaucoup plus qu'ailleurs. On a travaillé, sans mauvais jeu de mots, sur ce sujet-là il y a quelques années. Le travail ou l'emploi que l'on exerce est très constitutif de l'identité que l'on peut... Pourquoi c'est très vrai en France, alors, par rapport à... Beaucoup plus qu'en Angleterre, par exemple. On ne va pas comparer tous les pays du monde, je n'en aurais pas la capacité. Mais parce que le travail en Angleterre est vécu dans une vision plus fonctionnelle. J'ai un job aujourd'hui, demain je peux faire autre chose et après-demain encore autre chose. En France, on est plombier, charcutier, journaliste, et c'est une identité beaucoup plus constitutive. Alors, je n'ai pas les éléments d'explication, je crois que ça tient pour l'Angleterre l'héritage d'une société plus marchande, en France peut-être l'héritage des corporations, puis la nécessité pour chacun d'avoir une identité face à un État qui est beaucoup plus lointain sans les corps intermédiaires. Donc c'est très structurant, d'où cet étonnement face à la difficulté des politiques à avoir un discours sur le travail qui soit véritablement dans le respect, dans la prise en compte de cet élément très structurant pour la vie de chacun. Le travail, ça n'est pas uniquement fonctionnel en France, ça n'est pas accessoire, bien sûr pour des raisons matérielles, mais aussi précisément pour ces raisons identitaires. Et aujourd'hui, on voit quand même, au-delà des affaires, au-delà de la mousse, des rivalités électorales, on voit, me semble-t-il, des réflexions relativement approfondies, qui ne sont peut-être pas abouties, mais nouvelles sur le travail. Il s'agit de Benoît Hamon, il s'agit d'Emmanuel Macron dans son livre. Un chapitre d'Emmanuel Macron dans son livre qui est intéressant. Oui, oui. François Fillon fait aussi des propositions qui sont plus radicales par nature, parce que c'est son projet, mais qui sont aussi intéressantes. Donc, il émerge progressivement, un peu au forceps, mais quand même, des tentatives de réflexion nouvelles sur les propositions du travail. On totalement, comme ça on aura l'occasion de parler à la fois et de comparer les différents programmes. Et justement, on voulait parler de ce thème quand même important, basé sur cette étude de l'INSEE. Messieurs, restez avec nous, avec moi. On va découvrir ensemble les unes de vos quotidiens, puis quelques hebdos. L'Obs, avec cette énième une, pas seulement de l'Obs, mais énième une de magazine. Un président, point d'interrogation. Peut-être vous faire réagir, Robin Rivaton, je vous vois sourire. Ça ne sera que la Xème, 10e, 15e une de l'Obs. Vous les comptez. Les inrecuptibles, justement, on parlait de lui, Benoît Hamon, le candidat, interview XXL, où on y parle également justement de sa définition du travail, de la raréfaction du travail, de ce qu'il propose. Libération, avec un grand texte, notamment signé par Omar Sy, Yannick Noah, Éric Cantona et beaucoup d'autres personnalités de différents domaines. Pour Adama,
pour Théo qui réclame justice dans votre quotidien. Le Figaro avec ce titre, l'Europe face à la montée du protectionnisme. Le Parlement européen, ce sera demain, va voter le traité de libre-échange contesté entre l'Europe et le Canada. Et bien pendant ce temps, Trump veut convertir l'Amérique au protectionnisme. Ce sera probablement l'un de nos sujets de débat demain. Merci messieurs, merci pour ce match des idées. On arrive à la fin de cette émission. Comme tous les mardis, à suivre, ce sont les moments choisis de l'émission politique L'épreuve de vérité, présentée par Michel Grossier. Quant à moi, je vous retrouve demain avec plaisir à 22h. Belle fin de soirée.